La foule acclame Auguste et je suis seul dans l'arène. Seul. Captif de regards qui m'obligent à rester toujours le même, mon semblable, le dieu éternel de mes chimères, de mes meilleurs numéros. Mes rêves ressurgissent alentour, à une distance qui rend ma pitié plus pathétique. Pitié pour moi, pitié pour les travées supérieures où les plus fanatiques applaudissent leur propre pauvreté. Le héros déchu, habitué des tarifs réduits, témoin dernier et nécessaire de la farce. Dieu jaloux d'Auguste. Cependant, le silence est entré en moi, le grand calme succédant à un trac insensé, seule nouveauté qui m'a incité à faire des cabrioles où, voulant me délivrer, je me suis perdu. Frémissement immense alors, ovation stupide maintenant. Pourtant, je baisse les yeux avec pudeur comme si un miracle m'était advenu. J'ai cet air abattu, à la fois stupide et résigné, qui me vaut des bravos et des rappels. Selon un rite qui m'est propre, je m'égare en pensée afin de retrouver, à la portée de ma reconnaissance émue, des femelles couvertes de fourrure qui applaudissent du bout des doigts aux premières loges. J'ai cru distinguer, dans le brouillard des projecteurs, celle que j'attends tous les soirs, la plus jolie. À mon tour, j'applaudis et je lui dédie mon plus triste sourire. Je m'approche, timide, puis insolent. Tel un gosse qui ne comprend pas dans quel âge fabuleux il entre d'un seul bond, je m'affale dans le sable et l'assure. Je découvre mon visage penaud. L'avez-vous bien vu ? Ce n'est plus seulement un masque car je suis obligé de l'agrémenter d'un sourire. Un rictus cette fois-ci. Me prenant moi-même par les oreilles, comme si je pouvais tirer les ficelles de l'existence, j'ai allongé mes lèvres jusqu'à les rendre diaphanes et plissé les paupières, afin de sceller une volupté tout intime. Je rouvre les yeux. C'est toujours Auguste qu'ils acclament, et je suis seul sur la piste. Irène est retournée au vestiaire. Je m'en vais titubant de gloire, de ridicule. Sous ma veste à carreaux, le faux plastron et le pantalon énorme, je suis nu. Les éléphants débouchent dans l'arène et les cuivres de l'orchestre font écho à un tonnerre d'applaudissements. C'était hier. Je suis resté clown. En vieillissant, je ne sais plus que faire du grand gosse qui a tant amusé le monde. Le présenter à qui, maintenant ? Composer un numéro pour rappeler de vieux souvenirs ? Hélas, je sais. Demain, ce sera encore hier. Clown, pécheur non justifié, voilà qui m'oblige encore à faire le pitre devant des instances imaginaires. Tant pis. Je descends dans la fosse commune, danser la ronde, effrayer des morts, réjouir des vivants avant de tomber tout de bon. Le masque n'est-il pas à la fois aveu et dépassement ? Mais trêve de plaisanterie. Irène me rappelle qu'il est déjà tard. Trop tard pour atteindre une fin. Laissez-moi seulement commencer. Oublieuse postérité, épisode 41, dans les travées de l'Europe. Hans Schmetterling est un gamin pauvre des faubourgs de Bâle, en Suisse. Il naît en 1890, fils de coiffeur et de femme de ménage, chérubin de la cathédrale qui découvre l'ivresse devant les vitrines des grands magasins bariolés de la ville et qui transforme un caprice enfantin en folle nuit de danse devant ses parents. Sa première véritable représentation, le soir de Noël. Bien sûr, le petit Hans n'a pas encore 10 ans. Il ne connaît rien d'Auguste, des clowns maladroits, des cirques et des chapiteaux qui jettent leur rire jusqu'au ciel. Hans se démène encore avec sa tenue d'écolier, sa culotte de velours remplie de blagues, insouciant ou presque. Il ne sait pas que ces tours peuvent séduire une ville entière, qu'un masque de peinture transforme les pleurs en rire, et inversement. Des caravanes qui passent en ville, des hommes minuscules et des voltigeurs, il n'a jamais entendu parler. Le seul cri qu'il entend n'est pas celui de la foule qui l'acclame, mais je cite, le hennissement d'un cheval mêlé au bruit des sabots qui ont écrasé son père et procuré la manne, celle qu'on appelle chez les adultes
Dommages et intérêts. Malheur. Son père vient d'être renversé par une calèche. Et il en meurt. Malgré ma douleur, dit Hans, je compris que les morts pouvaient être bien précieux. Mon cartable d'écolier était assuré. J'irais à l'école commerciale. On sortirait un jour de cette affreuse banlieue. Mais il y avait mort. Dans le demi-sommeil d'Hans, les 1001 nuits et la Bible se mélangent en une étrange profusion de parfums qui éveille peu à peu son désir. L'adolescence pointe le bout de son nez et les pitreries s'intensifient, abandonnant naturellement les bêtises qui écorchent les genoux pour les provocations de l'âge bête. Contre toute attente, le public répond, le public l'applaudit. Hans est un élève petit, rondouillard et frisé, mais il sait agréger la foule autour de lui. À quoi lui sert donc cet amas d'admirateurs s'il ne peut, en présence d'une fille qui lui plaît, l'utiliser pour la séduire ? Pire, ne gardera-t-il pas une secrète blessure de ses échecs et ses peurs de l'âge tendre, craignant par exemple la compagnie des chevaux sur la grande scène, chevaux qu'il devra capturer au lasso pour ravir par là même la belle écuyère ? Mais non, bien sûr que non. Ce n'est pas Hans qui aura peur, c'est Auguste, son double, le clown, le maquillage, la seconde peau, la face blanche, blanche d'effroi. À moins que... Hans sera-t-il rouge de honte quand il devinera la pâleur d'Auguste, sa propre pâleur, au sortir de sa représentation ? Il voudrait briser le miroir pour éviter de se voir, de s'interroger, mais il ne le fait pas. Le miroir est devenu ma minute de vérité, dit-il. Et songeant à l'armoire à glace de ses parents, il se remémore. Devant elle, maintes fois je fis le beau. L'émotion que je cherchais à distraire dans mes gestes brûlait malgré tout dans mon regard. Ce regard qui toujours me trahissait. Deux grands yeux de cristal dès que je souriais. Ce même sourire permettait de me métamorphoser. Et ce métamorphosant, à la seule plasticité de son visage, plasticité toute métaphysique, bien plus que musculaire, comme chez les clowns de Samuel Beckett, à propos desquels Jean Anouilh a écrit « C'est le sketch des pensées de Pascal par les Fratellini ». Beckett d'ailleurs, dont Alfred Kern raconte cette incroyable anecdote à Michel Fuchs dans un livre auto-édité d'entretien. C'est intéressant de raconter comment Beckett a été édité. Un jour, je vais aux éditions de Minuit. Il y avait mon ami Georges Lambriche qui avait été embauché de récente date comme lecteur et qui recevait des tas de manuscrits. Et les manuscrits étaient entassés sur son bureau, mais cette taille-là, et lui, il lisait pas. Marcel Biziot et moi, et Pierre Klossowski, on est là devant cette pile de livres, et mon ami Marcel tire une feuille pour rigoler, en disant « Tiens ». Il lit à haute voix un passage de ce qu'il tire là, au hasard. Eh bien, c'était le passage de Maulois à bicyclette. Vous voyez, un passage merveilleux. Alors je dis mais c'est étonnant ce texte. C'était un texte de Beckett, et Beckett n'était pas publié. Alors l'alerte Georges Lambriche, alerte Jérôme Lindon, qui dit ah ben je vais emmener ce manuscrit. Et puis 2 jours après, on voit apparaître Beckett et sa nana. Ils viennent, et puis ils sont revenus, régulièrement, jusqu'au jour où il est sorti, effectivement, le premier de 3. C'est Maulois. Mais nous disions donc, en se métamorphosant à la seule plasticité de son visage, plasticité toute métaphysique, bien plus que musculaire, c'est le spectacle intime des hommes qu'Hans parviendra à mimer, donnant à voir des âmes transfigurées dans toute leur caricaturale vérité, laissant le clown essoufflé, vaincu, mais heureux, ovationné par toutes les travées. À l'heure des représentations, le petit Balois au physique ingrat deviendra donc rien de moins que le visage du monde, tout comme le superbe Bobby, son frère d'un autre livre, le devient dans Que ma joie demeure de Jean Giono. Bobby qui prévient lui aussi, dès sa première rencontre avec Marthe et Jourdan, « Il ne faut pas oublier que je suis capable de faire ça. Tiens, par exemple. » Et Bobby commença une grande grimace.
Son visage n'était plus humain. Si, il était humain toujours, mais il était le visage du rire. Il n'y avait dans sa grimace ni douleur, ni amertume. La bouche élargie, l'œil clignotant, le nez écrasé, il faisait rire. Il réveillait le rire au fond de la poitrine, et il fallait y aller. C'est ainsi qu'est tiré du fond de l'être la peur et le soulagement. Cette méthode de divulgation, de révélation, Alfred Kern la nomme la parodie. Hans Schmetterling a désormais 17 ans et son diplôme en poche. Il travaille chez Meyer et compagnie. Petit employé qui ne rêve que de la belle Élise. Il vivote dans la crainte de la décevoir, mais une ambition démesurée le dévore. C'est la belle époque. Mais l'époque n'est belle que dans l'imagination d'Hans. Là, il devient, je cite, Don Quichotte de la Manche, gros, maigre, tantôt chevalier, tantôt servant, fantasque et cynique à la fois, mêlant Élise à mes aventures. Soudain délesté de la rêverie, affalé à son bureau, Hans désespère. Mon épouvantail et ange gardien me rappelaient que j'étais chez Meyer et compagnie, en attendant mieux. Un espoir tenace, un espoir fané. Tantôt l'un, tantôt l'autre, dévoué aux collègues, à leur spleen, puis déchu de mes droits ou révolté, toujours dernier dans la hiérarchie de la maison, et premier à rire de moi et des autres. Ce drame culmina avec une éruption de boutons. Puis vinrent les soirs du 5 au 8 septembre 1908. Avec l'orchestre mécanique, avec la fanfare, un cirque ambulant arrive en ville, et voici que brûle, en lettres de feu, le nom des Schwander. Ce nom devient l'alpha et l'oméga de Schmetterling. On lui promet des lions, il n'en voit à la première représentation qu'un seul, mais sa crinière majestueuse, qui lui parut trop grande pour passer à travers le cerceau tendu par le dompteur, mérite déjà tous les applaudissements. Fakir, cercueil de verre, abyssin, serpent, alezan, orque de barbarie, jongleur, femme voilée. Hans revient chaque soir assister à la représentation. Que voit-il, sinon les fantasmagories de son esprit dûment organisé dans un joyeux tourbillon. Émerveillé, Hans se saisit enfin de son courage pour faire autre chose qu'une bonne blague. Pardon, le directeur. J'ai à lui parler. Voiture 103, la troisième à gauche, lui répond un garçon de cirque. Mon cœur battait vite, d'une émotion fragile, hésitant que j'étais à interroger mon destin. Guetteur ou traqué, d'absurde en absurde, un pas empêchant l'autre, je restais coulé sur la dernière marche, de stupeur, d'angoisse, la main fermée, l'index crispé, comme si j'allais appuyer sur la détente d'une arme à feu. Je sentis en cet instant toute ma gêne, à fleur de peau, mais qu'une décision héroïque pouvait bannir à jamais. Il suffisait de frapper 2-3 coups. « Excusez-moi, je voulais voir le directeur. » « C'est moi. La patronne. » De me trouver en face de cette femme, d'autant plus impressionnante qu'elle se trouvait au carrefour des deux glaces qui multipliaient sa présence et celle de la lampe à pétrole, j'éprouvais la même terreur que le jour où ma mère était entrée de force dans ma baignoire. Hypnotisé par cette insistance, je me sentis en plein rêve, plus proche que jamais du réel. Cette odeur de renfermé, de tabac et de vieilles cendres, ne trompait pas, et non plus la clarté laiteuse de l'abat-jour et les plis sombres de la robe de chambre tachée de grosses fleurs rouges, le fauteuil en rotin qui grinça lorsque docilement je m'assis. Oui, toujours fasciné par des yeux que je ne voyais pas, mon attention prisonnière des bras du fauteuil. Des bras usés, le rotin s'étant déroulé par endroits, j'arrachais des bribes que je me mis à émietter tout en proposant mes services à la patronne, des mots surprenants, des phrases que j'avais mijotées depuis 2 jours. Vint le silence. Mon attente plus nerveuse que ma demande. Enfin, la patronne me demanda des précisions. Le cirque attire les jeunes. Mais que savez-vous faire au juste ?
Rien. Ce rien, subitement ressorti de ma première enfance, fut d'une insolence imprévue. Ah, me dit-elle, vous vous croyez fort, très fort. Êtes-vous vraiment si sûr de vous? J'avais cru être embauché tout de suite. Martha Schwander m'expliquait avec une lenteur affectée qu'elle ne m'emploierait pas avant 15 jours. Le cirque serait alors à Fribourg-en-Brissault. Si mon propos était vraiment sérieux, je n'avais qu'à la rejoindre là-bas. Hans quittera-t-il Meyer et compagnie pour le Six Schwander? Abandonnera-t-il la belle Élise et sa mère? Et que ferait-il si à Fribourg il ne trouvait que les traces boueuses d'un cirque déjà reparti? Eh bien pour le savoir, il n'y a qu'à lire les 500 pages qui suivent cette modeste ouverture, puisque je n'en ai dévoilé que les 40 premières. Le clown est évidemment un poids lourd du catalogue Gallimard. Au propre d'abord, puisqu'il fait 550 pages bien remplies, avec peu de dialogue et une police minuscule, serrée. L'auteur et critique Jacques Brenner, à qui Alfred Kern a dédié son roman, dira en décembre 1957 dans Les Cahiers des saisons: « La richesse d'un livre n'est pas dans son sujet, si beau soit-il, mais dans son développement. C'est bien pourquoi un romancier peut donner, avec le même nombre de pages, l'impression d'avoir fait long ou court. Nous ne pensons pas qu'on puisse estimer que Le Clown est un livre court. Mais nous ne pensons pas, si l'on est un vrai lecteur de romans, qu'on puisse le trouver long. Alfred Kern n'a pas choisi. Il a accepté les dimensions de son livre. Il a pris son temps pour le composer, et le temps est devenu un de ses principaux personnages. C'est que le roman court de 1890, la naissance d'Hans, jusqu'aux années 50, moment où il entreprend la rédaction de son autobiographie, cessant d'être clown pour devenir poète. Ce que l'acrobate a finalement toujours été sans le savoir, ainsi que finit également par le découvrir Bobby, dans Que ma joie demeure, confessant qu'après les petits tours dans les villages, il s'était, je cite, « aperçu peu à peu que son corps pouvait tout comprendre ». Alfred Kern a-t-il tout compris dès l'enfance et véritablement dompté le temps? Lui, le petit écolier partagé entre une mère allemande et un père français, qui parle l'alsacien plutôt que le français ou l'allemand, né non dans la périphérie de Bâle mais dans celle de Strasbourg, en 1919. N'a-t-il pas vu, dans son enfance, le circus Gleich, place de la Bourse, comme il le confie à Michel Fuchs, une grande toile avec 3 arènes, et assisté aussitôt à l'attaque d'un dompteur dans une cage par un lion? Après Gleich, ce fut Sarrazani, qui était un grand cirque, le premier cirque, le spectacle, avec son côté bordélique, qui lui plut plus encore. Et puis, il y a aussi cette maladie contractée à 14 ans, l'ostéomyélite, qui l'alite longuement et précipite l'imagination, sorte de fatalité morbide qui fera tout, pourtant, pour éclore, 3 décennies plus tard, de cet incroyable roman, comme il le raconte toujours à Michel Fuchs. La dernière fois que j'ai vraiment joué comme un enfant en cours de maladie, je tenais à peine debout. J'avais un plâtre énorme sur mon bras, et alors j'étais assis par terre, et j'ai fait avec le mécano qu'on m'avait offert pour cette maladie, j'avais fait des portiques d'entrée. Mon train électrique, c'était les voies d'accès. C'était comme les lorries, les trucks. C'était... J'ai fait une fois une exposition dans la chambre avec tous les jouets que j'avais, et c'est là que j'avais investi toute ma vie. Tout ce que j'avais. Mes soldats de plomb, tout ce que j'avais comme objet, ou comme voiture, ou comme jouet, dans ce cirque, dans un cirque de fantaisie. Et c'est là, je crois, que j'ai vraiment joué ce jeu de rassembler sur une plateforme visible les éléments de ma culture du monde, les éléments des jeux, etc. Tout ce que j'ai raconté, les histoires, la rue des Brasseries, tout ça, c'était évidemment compris là-dedans. Et finalement, j'ai écrit ce livre pour pouvoir... Je le sentais. Le moment principal du livre,
c'est la mort de X. Il fait son numéro pour l'accompagner la dernière fois quand il va mourir, ce X. Il mobilise toutes les ressources de son imagination, de son talent, pour pouvoir opposer à cette mort cette sorte de grandeur de la condition humaine, de la pauvreté qui fait la richesse des hommes. C'est ça, un peu, au fond. C'est ma conception du monde qui est à l'œuvre dans le clown. En choisissant de faire naître Hans à Bâle en 1890, Alfred Kern a décidé de raconter le destin d'un homme et d'un continent. Il fallait éviter bien des écueils pour écrire le roman d'un clown, le roman des gens du voyage et celui de l'éducation européenne. L'auteur y est parvenu avec l'aisance d'un funambule. Il aurait pu se rallier à Jean Quérol, à Théodore Adorno, et maculer de boue, de sang et de honte la tenue chamarrée des comédiens, ce grand poème au corps d'homme, impossible après Auschwitz. Toutefois, Alfred Kern ne renonça ni au faste, ni à l'exubérance, ni aux trompettes, ni aux infinies nuances du spectacle humain. Tout ce fatras aurait pu devenir indigeste ou grotesque, mais il est pourtant magnifique, magique, étourdissant et attendrissant, parce que l'auteur a su repousser le principal danger. Ce que Jacques Brenner, le dédicataire du roman, résume en une phrase limpide. Le pittoresque serait plutôt une tentation à vaincre. C'est ainsi qu'Hans et sa troupe, de plus en plus grande, jusqu'à compter des dizaines et des dizaines de caravanes, voyagent à travers l'Europe, à travers la Première Guerre mondiale, va de l'inflation à la spéculation, de tours comiques à un spectacle de plus en plus profond, à mesure que la mort gagne son continent. Les scènes marquantes se succèdent sans que le trait ne soit forcé, sans pour autant que l'on sente le moindre relâchement dans la plume de l'auteur, qu'elle soit intime et peut-être insignifiante parmi les remous des nations, ou fastueuse, comme cette baignade gigantesque dans la mer du Nord, caprice libérateur d'un Auguste vieillissant qui mène presque à la banqueroute le cirque de l'inusable Martha. Et oui, Bobby, dans Que ma joie demeure, n'est pas le seul à rencontrer une femme importante nommée Marthe, tout comme Hans n'est pas le seul clown connu de la littérature. Martha Schwander est bien la femme forte du livre, celle d'ailleurs par qui Alfred Kern a décidé d'écrire ce livre. L'un des plus célèbres clowns allemands, héros blessé du roman La Grimace d'Heinrich Böll, paru 6 ans après celui d'Alfred Kern, se nomme Hans Schnier. Mais ce dernier n'a rien de commun avec son collègue, clown triste, clown rancunier, clown en colère qu'une blessure d'amour et une autre au genou empêche d'amuser le public. Lui est bien plus le clown d'Henri Michaud, qui se hait et lance contre lui-même l'anathème. Ramené au-dessous de toute mesure à mon rang réel, au rang infime que je n'ai qu'à l'idée et ambition m'avait fait déserter. Anéanti quant à la hauteur, quant à l'estime, perdu en un endroit lointain, ou même pas, sans nom, sans identité. Clown, abattant dans la risée, dans le grotesque, dans l'esclaffement, le sens que contre toute lumière je m'étais fait de mon importance. Je plongerai, sans bourse, dans l'infini esprit sous-jacent ouvert à tous, ouvert à moi-même, à une nouvelle et incroyable rosée à force d'être nul, et ras, et risible. On songe aussi à ce cher Oscar, et à son tambour. Le roman de Günter Grass, aux antipodes de la Trumer littérature de Böll, paru 2 ans après le clown, est peut-être le seul que l'on puisse comparer à l'épopée d'Alfred Kern, même si le ton de l'allemand cache moins le sarcasme que celui de l'alsacien et s'amuse bien plus des mécanismes de la transgression. Toujours est-il que ce sont là 2 des meilleurs exemples du roman picaresque du XXe siècle. Le clown est probablement le meilleur roman français de ce genre pour ce siècle. Il est évidemment le roman d'un personnage qui devient clown au sens littéral, mais il est aussi le roman allégorique du XXe siècle, de ces décennies d'invention, de brio, de génie, de cabrioles morales et intellectuelles, aussi imprévisibles que funestes.
Hans Schmetterling est un clown aux belles lèvres rouges, comme Bardamu est un clown aux grandes idées noires, et Gilles un battleur aux illusions perdues. Hans dépose sur la joue du siècle un baiser qui laisse 2 grandes demi-lunes inoffensives, joyeuses, pleines d'espoir, tandis que les grands personnages des romans de formation français de l'entre-deux-guerres ou de l'après-guerre ne voient plus que le masque mortuaire derrière les joues et se résignent à le déchirer de part en part. Hans n'a pas besoin de rire ou de virevolter. On l'entend et on le devine, trompe la mort partout où il passe, même s'il porte la blessure des nations en lui, étant, comme l'écrit André Suarez dans son essai sur le clown, le miroir comique de la tragédie et le miroir tragique de la comédie. Comme le plus poète, il ne connaît les idées qu'à l'état de sentiment. Il y joint l'excès du geste. Il le porte à l'extrême parodie. Il ose faire le geste opposé au sentiment qu'il éprouve et à celui qu'on attend. Tel est le principe de sa retenue et sa force impassible. L'éclair qui plante, je cite, un arbre d'or dans les épaules de Bobby, dans Que ma joie demeure, est aussi celui qui imprime dans la rétine et l'esprit de ceux qui le connurent son image immortelle. Bien sûr que Bobby reviendra. Bien sûr. À tous les éclairs, Hans Schmetterling aura échappé, même ceux qui tomberont sur Berlin en 1945, juste au-dessus de sa tête. La joie demeure. La joie n'est plus dans la grimace ou le sourire du clown, mais dans l'œil qui l'a contemplé, finit-on par comprendre, par-delà tout nihilisme. Franz, le maître qui enseignera tous ses tours à Hans et qui, une fois son protégé devenu son égal, quittera le cirque pour mener des révolutions en Europe, gardera, malgré les échecs, sa foi intacte, confiant à son fils spirituel en septembre 1937. Je crois au nombre d'or. Je t'en ai déjà parlé. L'or, c'est la rareté, la malédiction, l'angoisse. Mais c'est aussi le dard qui nous pousse en avant. Ceux qui vivent dans l'évidence avec leurs frères ne le sentent presque pas. Ils n'essayent pas de transformer le monde, ou simplement, ils suivent ceux qui se sont sentis piqués au vif. J'ai confiance cependant. Nous sommes nombreux, et grâce à ce harcèlement mutuel, nous finirons par trouver la liberté de la parodie qui nous permettra d'être nous-mêmes dans les autres, et nous-mêmes malgré autrui. Nous serons tous une seule et même espèce dans la diversité du nouveau et de l'ancien monde. Sans doute est-il permis de douter de cette prophétie, les rêves aussi ayant une durée de vie et donc une date de disparition. Toutefois, Alfred Kern et Hans Schmetterling nous rappellent qu'il est aussi bon de croire que tragique et comique sont irrémédiablement liés, et de mon côté, je ne peux m'empêcher de sourire en songeant que la peur du cheval du petit Hans aurait été vite guérie s'il avait remarqué, dans une de ses fantaisies, la terre sèche de la Provence étoilée sous les sabots. Levant les yeux le long du poitrail, de l'encolure, de la crinière, des naseaux, de toute la silhouette. Il aurait alors cessé de voir un dangereux destrier et la mort du père, mais aussi, comme Bobby, comme Jourdan, le bon, le doux, le fidèle et rêvé, Orion, fleur de carotte.